Cosa Vostra. J'aurais jamais assez d'encre dans un stylo et de papier à ma disposition pour dire combien de personnes m'ont dit qu'il n'était pas possible de faire un stick liquide à boire avec tous ces ingrédients. Maintenant, moi, j'en étais convaincue. Donc, faire confiance à son instinct, ses guts, son intuition. Oui, mais ça se travaille, l'instinct. C'est ça qui est très important. Moi, c'est ce que je dis aussi à mes équipes toute la journée. L'instinct, ça se travaille. Il faut le challenger, il faut le tester de temps en temps. Il faut l'entendre, déjà. Il faut l'entendre, et si tu l'entends, te dire, je vais le tester, je vais aller jusqu'au bout. Et une fois que... De toute façon, dans la vie, tout fonctionne par itération. Une fois que tu as écouté ton instinct une quinzaine de fois et que ça a fonctionné, mais en fait, c'est même plus de l'instinct, c'est tout simplement du flair et du nez. Et ça devient un jour un réflexe. Donc, oui, il faut écouter son instinct, il faut travailler son instinct, il faut apprendre à l'écouter. Et je pense qu'il faut être aussi un peu fou. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Claire d'Espagne qui est la fondatrice de D+4Care dans ce nouvel épisode du Panier. Salut Claire, ça va ? Salut Laurent, comment ça va ? Ça va bien. D+4Care, ce sont des compléments alimentaires, mais tu nous en diras plus dans une seconde. Tu as eu l'idée de lancer la société en 2017 pour un lancement officiel des premiers produits en avril 2018. Ça fait donc bientôt 3 ans, joyeux anniversaire. Un beau parcours dans un milieu qui est pas évident, le complément alimentaire, avec plein de frictions, de difficultés, j'imagine qu'on peut rencontrer, mais on en parlera. Je pensais à la réassurance, la légitimité que tu dois avoir, les labos éventuellement dans lesquels tu dois trouver tes produits. C'est produit en France ? C'est tout à fait produit en France. Ok. 100% produit en France. Et si tu devais le définir toi-même avec tes mots, D+4Care, qu'est-ce que c'est ? D+4Care, alors déjà pour moi, D+4Care, c'est aujourd'hui la chose la plus importante dans ma vie, avant tout. C'est le rêve d'une vie. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Et donc voilà, c'est la start-up que j'ai lancée en avril 2018. Et qu'est-ce qu'on vend chez D+4Care ? Eh bien, on vend des compléments alimentaires. Des compléments alimentaires avec la spécificité qu'on accompagne les clients sur des problématiques globales du quotidien. Donc, on va avoir des produits pour la beauté, des produits pour le sommeil, des produits pour le stress, pour la ménopause, pour les règles. Voilà, on a des verticales très, très différentes. Du coup, plutôt femme ? Pour l'instant, plutôt femme, effectivement. Il faut bien commencer quelque part. Et j'ai préféré commencer par un sujet que je maîtrise un peu mieux. Correctement, ouais. À peu près, en tout cas. Et donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est plus femme. Maintenant, on a de plus en plus d'hommes parce que, effectivement, les problèmes de sommeil, les problèmes de stress touchent les hommes, bien évidemment. La ménopause ne touche pas encore les hommes. Non, pas encore, heureusement. J'ai commencé, moi, sur le sommeil, à prendre des petites choses. C'est vrai, depuis quand ? Depuis 1 mois. Je me réveillais la nuit, j'arrivais pas à m'endormir, je prends de la mélatonine, hein, je crois que c'est ça. Quel a été le déclic pour passer à une solution naturelle ou peut-être différente de la médecine plus traditionnelle, enfin occidentale ? Écoute, c'est mon médecin lors d'un check-up qui m'a dit mais vous avez l'air fatigué. Je dis wow, merci normal. déjà. Je t'emmerde. Déjà merci, mais et non, je lui ai expliqué. Moi, je m'endors très très bien. Je suis très heureux qu'on parle de moi au bout de 2 minutes 21 de ce podcast. Non, et voilà, qui m'a dit écoutez, prenez ça aide à s'endormir plus rapidement et maintenir le sommeil, ou en tout cas se rendormir quand on se... Alors c'est très typique les hommes, le masculin, l'homme s'endort facilement et se réveille. Ouais. Les femmes ont plus de difficultés à s'endormir et ensuite peuvent avoir un sommeil plus profond. Mais du coup, c'est physique ou c'est psychologique ? Psychologique. Ok. C'est psychologique. Une femme rumine, termine une liste, pense au lendemain matin.
voilà, l'homme déconnecte. Bon, le match de foot est fini, on est dans le... Voilà, non, c'est une grande force des hommes, la notion de culpabilité qui est très différente de l'homme à la femme. Et justement, cette absence de culpabilité qui caractérise massivement le masculin permet aux hommes de s'endormir en 4 secondes. J'ai un époux moi-même qui s'endort plus vite que je n'ai éteint ma lumière. Et ça me rend dingue. Je suis très jalouse. Donc, différents produits, 6 pour l'instant. Aujourd'hui, on est à 7 produits. 7 produits. Sous quelle forme ? Eh bien justement, c'est ça aussi la spécificité de la marque, c'est que chaque produit va avoir une galénique, un mode de consommation très unique. Alors j'avais découvert ce mot, je suis un culte, mot savant. Ce mot savant pendant la préparation, une galénique. Donc c'est la forme physique. Exactement. Poudre, cachet, liquide, c'est ça d'un médicament. Et ça, c'est vraiment l'ADN de la marque et c'est ce qui caractérise le mieux des Plus Fort Care, c'est que chacun de nos produits, du début à la fin, en termes de formule, en termes de format de consommation, en termes de packaging, tout est réfléchi pour que la manière de consommer ce produit corresponde exactement aux besoins que l'on essaye de solutionner. Typiquement, le sommeil, la grande révolution de Dodo, notre complément alimentaire sommeil, c'est que c'est un spray. Donc, c'est un spray que tu pulvérises en bouche directement. Donc, toi qui parlais de la mélatonine, je sais pas sous quelle forme tu la prends, peut-être cachet, voilà. Et le problème du cachet, quand tu te réveilles à 3h du matin, que tu as une insomnie, bon, bah, déjà, tu vas, alors, peut-être que tu as anticipé que tu as déjà décacheté ton cachet, mais parfois non. Et du coup, tu vas faire du bruit, tu vas devoir allumer la lumière, tu vas devoir trouver ta bouteille d'eau du bout de la main. Le geste était pour moi pas suffisamment abouti. Et donc, c'est pour ça que j'ai réfléchi à une solution qui puisse se prendre excessivement facilement, sans faire de bruit, sans avoir besoin de se relever, sans avoir besoin de prendre un verre d'eau, sans nécessairement réveiller son partenaire qui, lui, dort profondément. Mais en plus, c'est une absorption plus rapide par le corps, non ? Un spray directement sur les muqueuses de la bouche agit plus vite qu'un cachet ? Oui, tout à fait. Non, mais c'est très vrai. C'est cette fameuse argument marketing de la mélatonine à effet prolongé, qui n'est pas nécessaire en fait quand on l'absorbe en lingual. C'est comme quand on prend un spasfon Lioc. C'est effectivement absorbé par les muqueuses et donc c'est absorbé beaucoup plus rapidement qu'un cachet de spasfon. C'est le podcast le plus glamour que j'ai fait. On est là pour ça. Donc, cette produit à date, vous êtes lancé en avril 2018, c'est ce que je disais. Autofinancé pendant un bout de temps, une petite levée, mais alors que vous étiez déjà rentable, et c'est une de tes fiertés, on en parlera, et je pense que c'est un critère important dans l'entrepreneuriat, la notion d'avoir un produit, une entreprise rentable. On en parlait d'ailleurs récemment avec le fondateur, Thomas Hervé, le fondateur de Wopilo, qui disait qu'il avait vu une évolution, il ressentait une évolution dans les DNVB, où il y avait dans le passé une course à la croissance, mais il y avait plutôt une course à la rentabilité. Bah, oui, mais ce qui d'ailleurs pour moi me paraît complètement fou. Évident. Parce que c'est la définition même, enfin prendre un dictionnaire et chercher entreprise. Une entreprise est une entité qui crée de la valeur et qui rentre dans ses coûts. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé ça assez stupéfiant et je suis encore bouche bée d'entendre des histoires où avec des boîtes qui n'ont pas de rentabilité et pourtant mais je sais même pas comment ces gens font pour dormir. Je pourrais pas. Donc alors Claire a passé un bout de temps en finance et peut-être qu'il y a une légère déformation, mais en tout cas cette approche très pragmatique, moi je la salue parce que elle m'anime également. Mais en tout cas voilà, son analyse c'était de dire que pendant un bout de temps c'est tellement facile de lancer c'est pas facile de lancer une DNVB, pardon, on va y revenir d'ailleurs, c'est pas si facile, mais il y a eu beaucoup de nouveaux entrants qui cherchaient la taille par la croissance et le CA, et aujourd'hui une quête de rentabilité plus affirmée. 92% de vos ventes se font en ligne, vous avez 28 points de vente dont Le Bon Marché. Tu nous expliqueras comment tu as réussi à signer le Bon Marché. Vous êtes la seule marque de compléments alimentaires au Bon Marché, c'est ça ? Ça fait exactement depuis l'été 2019, depuis juillet 2019. Et ça a été aussi... j'arrive à tirer peu de fierté, mais il y a certaines choses comme ça, des petites choses. Tu vois, le Bon Marché en fait partie. J'ai une liste de 4-5 choses comme ça dont je suis assez fière depuis 2 ans et demi. Et le Bon Marché en fait partie. Et surtout, ce qui a été incroyable... Bon, c'est peut-être une injustice totale, mais c'est la perception sociale. Voilà, je suis au bon marché, c'est-à-dire que donc ce que je fais est vrai. Mais c'est un tampon. Ah, mais c'est fou. Un tampon, et ça permet, j'imagine, on en parlait aussi avec d'autres intervenants, de valider ton produit auprès d'autres distributeurs qui se disent si ils sont distribués au bon marché, c'est qu'ils sont quali et que donc je peux les mettre dans mon réseau ou dans mes boutiques. Oui, alors ça c'est évidemment vrai pour l'environnement professionnel, mais la rayonnance sociale, voilà, dans l'environnement parisien de start-up,
où en fait, au début, quand les idées sont assez novatrices, elles sont en général peu respectées. Mais une fois que ça y est, des millions ont été faits et que c'est vendu partout, tout le monde dit mais oui, bien évidemment que ça allait marcher depuis le début. Et vraiment, voilà, preuve sociale qui a apporté le bon marché du jour au lendemain. J'étais plus dans la catégorie de la nana qui fait des compotes dans son salon, quoi. J'étais une marque sérieuse. J'étais vendue au bon marché. Super. On y reviendra. Du coup, on rembobine. Qu'est-ce qui se passe en 2017 ? Donc tu quittes, tu as fait 6 ans en finance, c'est ça, dans des belles boîtes ? J'ai fait 6 ans, effectivement, à Londres, en finance. Et fin 2016, j'ai quitté Londres, j'ai rendu mon appartement. Et début 2017, je me lance à fond dans ce projet. Et évidemment, j'ai aucune idée de ce qui va m'arriver. Je n'ai aucune idée des difficultés. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon, vaut mieux pas le savoir, sinon on ne le fait pas. Mais voilà, janvier 2017, je me lance à fond. Et là, c'est quand même un gros reality check parce que je passe d'un milieu corporate avec tous les avantages du salariat et une sécurité financière, une stabilité, un endroit où aller le matin pour travailler. Et puis là, je me retrouve chez moi entre 4 murs à bosser de mon salon avec pour seul collègue mon Mac. Et là, gros bilan parce que c'est dur. C'est dur et puis pour moi, Paris représentait tout ce qu'il y avait de moins cool sur Terre. Donc j'ai vraiment à ce moment-là l'impression de totalement repartir à zéro, de me dire mais c'est pas possible, j'ai passé les 6 dernières années à bosser en finance, avant ça j'ai pas mal voyagé, j'ai toujours trouvé que l'herbe était plus verte ailleurs, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est la loose totale. Je me reconnaissais pas du tout dans cette vie que j'étais en train de réadopter. Et je pense justement que c'est peut-être limite ce qui m'a permis pendant 1 an et demi, de structurer énormément de choses pour la boîte. C'est qu'en fait, j'ai tellement pas kiffé ma vie. Je savais tellement pas où j'étais qu'en fait, plus que jamais, je me suis lancée dans ce projet. D'accord. Alors, deux questions. Tu savais déjà le domaine dans lequel tu allais te lancer quand tu as quitté ton job, ou tu as quitté ton job pour entreprendre et ensuite tu t'es posé la question ? J'ai quitté mon job pour entreprendre. J'ai d'abord pensé que j'allais lancer quelque chose en finance. Donc, voilà, normal. Bah oui, normal. Et je suis partie dans ce processus de réflexion qui est né en septembre 2016 et qui a abouti en décembre 2016. Je suis partie pas mal de fois en vacances, notamment à Dubaï. Et puis là, je sais pas, j'ai commencé à voir plein de trucs, de la food, ça m'a un peu libérée, bizarrement, ce qui est pourtant pas du tout un sentiment que je retrouve à chaque fois que je vais à Dubaï, hein. Mais là, pour le coup, ça a eu un petit effet et je suis rentrée et puis j'ai dit à mon mari, écoute, et si je tentais, avant de me lancer à fond dans ce projet entrepreneurial de finance qui consistait en fait à monter un fonds avec 2 autres mecs, et si je tentais un truc dans le bien-être, parce que quand même j'adore ça et quand même vraiment je m'y connais pas mal, et du coup si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc la finance, tu pourras toujours y revenir, et lui aussi est en finance, donc il a su trouver les mots justes que seule la personne avec laquelle on partage sa vie peut trouver. C'est quasiment de la manipulation, je dirais. Mais il m'a dit, écoute, lance quelque chose dans le bien-être et je te promets que si ça n'aboutit pas, on lancera un truc en finance. Et donc, ça m'a libérée. Et je me suis dit, quel génie. Quel génie. Donc, et je l'ai fait, donc, du coup, avec beaucoup de liberté. Donc, janvier 2017, je me lance à fond dans ce projet, déterminé quand même à atterrir sur le milieu des compléments alimentaires, qui était à la fois celui que je maîtrisais le mieux et à la fois... Pourquoi tu maîtrisais pourquoi est-ce le domaine que tu maîtrisais le mieux ? Parce que j'en consomme depuis toujours, j'en ai toujours utilisé, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Et puis les compléments alimentaires, ça englobe énormément de choses. Ça va être la nutrition, l'hygiène de vie et toutes les petites choses, espèce de tableau de bord qu'on a devant soi avec des boutons qu'on peut actionner qui permettent d'atteindre des nouveaux objectifs, d'avoir la peau mieux comme ça, d'avoir le sommeil de meilleure qualité, d'optimiser finalement cette machine fabuleuse qu'est le corps. Et c'est vrai que je pense qu'étant très très compétitive et en recherche constante de perfection, je me reconnais totalement j'ai l'impression d'avoir une grande mallette devant moi avec plein d'outils que je peux utiliser qui me permettent de pousser mon corps, mon esprit dans la direction que je souhaite. Donc j'ai vraiment l'impression depuis très très longtemps de respirer, vivre, manger, boire et dormir complément alimentaire. Et du coup, je me suis simplement dit, j'aime tellement ça, j'en consomme tellement. J'ai une petite signature, je pense que j'ai quelque chose de rigolo à exprimer là-dedans. Est-ce qu'avec ma signature, je pourrais rendre ça peut-être un peu plus gourmand, un peu plus ludique, un peu plus sympathique ? Et donc, je me suis dit, je vais la tenter. Voilà.
Comment t'avais cette assurance d'avoir quelque chose d'original à raconter ? Pardon, je pose la question parce qu'il y a certainement plein de gens qui ne le ressentent pas ou ne ferment les yeux, tu vois, sur leur particularité qui pourrait être une force dans l'entrepreneuriat. Alors, si rétrospectivement, j'ai toujours eu justement cette singularité, cette petite signature dans la manière que j'avais de faire les choses. J'ai toujours été un petit peu en marge quand même. Donc ça c'est quelque chose qui d'ailleurs a été source de souffrance parfois dans ma vie, d'impression de pas être au bon endroit, de pas être entendu, d'avoir parfois même de pas parler la même langue que les gens autour de moi. Mais donc du coup, au moins l'avantage, c'est que j'ai pas hésité longtemps quand j'ai dû me convaincre que j'avais une petite signature et que j'avais quelque chose de différent. Je le savais parce que je le ressentais en tout cas personnellement depuis des années. Je comprends. Et alors, qu'est-ce que tu fais pendant 1 an et demi ? Qu'est-ce que tu fais entre janvier 2017 et avril 2018 ? Je m'enferme et je ne vis que Day+. À l'époque, l'idée, c'était déjà de sortir un premier produit. Qui s'appelle du coup Day+. Day+, exactement. La marque, c'est D+, D+ for Care. Et le premier produit, c'est Day+. Alors, je ne l'ai pas dit en intro, je le dis maintenant, hein, mais c'est D comme la lettre D, P-L-U-S, for Care, F-O-R-C-A-R-E, .com. Exactement. D+, for Care. Et le premier produit, donc on y revient, était Day+, comme le jour, D-A-Y. Exactement. C'était vraiment ce geste de chaque matin qui te permet de faire le plein de toutes les bonnes choses dont tu as besoin pour la peau, les cheveux et les ongles. Et donc je passe 1 an et demi, ce qui peut paraître très très long, sur un produit, mais c'était le temps dont j'avais besoin. Et j'ai fait que ça. J'ai fait que ça, mais parce que je suis très obsessionnelle. Donc, par exemple, si j'ai une phase sur un aliment ou une chanson, je vais écouter la même chose jusqu'au dégoût. Et du coup, avec obsession absolue, je me lance corps et âme en janvier 2017 jusqu'à pouvoir sortir le produit en avril 2018. Donc, trouver des labos, trouver une formule, faire du packaging, choisir la bonne galénique. La bonne galénique, exactement, ouais. Oui. Alors ça, finalement, bizarrement, enfin pas bizarrement, mais savoir ce que je voulais, ça m'a pris à peu près 2 heures. Et après, ça m'a pris 1 an et demi de réussir à le faire. Mais et c'est d'ailleurs toujours le processus que je respecte aujourd'hui, que ça soit dans mes produits ou dans les projets perso que j'ai à côté de la boîte. J'ai toujours une idée très très précise de ce que je veux, et ensuite je trouve le moyen de make it happen. Ok. Et est-ce qu'on peut justement faire un focus, un zoom sur comment est-ce que tu l'as fait, make it happen? À ce moment-là, pour moi, l'évidence, c'est de se dire, voilà, une femme qui me ressemble. J'avais lu, petit détour avant, j'avais lu un jour une interview d'un acteur français dans un magazine intellectuel qui disait écris d'abord pour toi et un jour peut-être que tu ne seras plus seul. Et du coup, ça m'a aussi beaucoup libérée parce que je me suis dit l'important et c'est pas de créer un produit mass market qui va plaire à tout le monde. Moi, ça, déjà, je sais pas faire. Moi-même, en tant que personne, je ne plais pas à tout le monde. Mais j'avais la conviction que je pouvais au moins plaire à un petit nombre de personnes qui me ressembleraient un petit peu. Et donc, je me suis dit, voilà, moi, Claire, si aujourd'hui je devais créer un complément alimentaire idéal pour moi, à quoi répondrait-il ? Comment serait-il formulé ? Quels sont les ingrédients qu'il contiendrait ? Quel goût il aurait ? Quel format de consommation, etc. Et une fois que j'avais déterminé ça, je me suis dit, eh bien, j'ai mes capitaux propres, j'ai mes sous de côté. Au pire, je me plante complètement et je suis moi toute seule et personne n'aime les trucs comme moi. C'est assez peu probable quand même. Voilà. Et donc, du coup, déterminer ce nouveau produit qui était... L'idée, c'était de se dire, voilà, une nana le matin qui veut prendre soin de sa peau, de ses cheveux, de ses ongles, consomme à peu près 15 à 20 gélules. Oui, je sais, ça fait peur. Comment est-ce qu'on peut réunir ça dans une même solution, avec un goût excessivement agréable, dans un format qui se transporte facilement ? Moi, j'ai toujours beaucoup aimé voyager, donc toujours cette problématique de quand tu voyages et que tu te fais arrêter à la douane avec 400 gélules de spiruline et de zinc, tu te dis c'est un peu Midnight Express, tu vois. Bon. Et en mettant tout ça dans un mixeur, voilà, je me dis, bah voilà, je veux créer un stick qui a tel goût, qui contient tel et tel actif et qui se prend comme ça, etc. Ça a été assez rapide. Et puis après, je suis allée à la chasse au laboratoire, la chasse aux partenaires, aux producteurs, conditionneurs. Et là, effectivement, ça a été une longue et douloureuse descente aux enfers. Pourquoi ? Parce que t'es pas la première. Alors, le marché de la smart food ce marché-là est en croissance. Il y a pas mal d'acteurs en France. T'es
pas la seule. Peut-être en 2017, vous n'êtes pas beaucoup, mais pourquoi une descente aux enfers? Alors, à ce moment-là, déjà, ce qu'il faut... déjà, même aujourd'hui, nos produits, il n'y a pas une personne qui fait les mêmes galéniques que nous. Il n'y a pas une autre marque sur Terre qui fait un stick liquide à boire avec les actifs que nous, on a mis dedans. Génial. Voilà. Ok. Donc, on est quand même très, très seul là-dessus. Ensuite de ça, début 2017, les grands players des compléments alimentaires sont des grands groupes que l'on retrouve en pharmacie et qui sont sur des galéniques majoritairement sèches, de la gélule au comprimé à la pilule. Et en plus de ça, il n'y a pas encore de DNVB, de start-up qui s'est relancé là-dedans. Donc, les labos, à ce moment-là, ne reçoivent pas le discours que moi, je peux avoir quand je les appelle et qu'ils me disent, je me souviens, mais cette espèce d'appel horrible où tu appelles un labo que tu as trouvé sur Internet et tu tombes sur une nana au secrétariat qui te dit, vous travaillez pour quelle société? Et que là, t'inventes un nom de société parce que tu n'as pas de société. Tu as juste ton adresse Gmail. Voilà. Et qu'ensuite, je parle à des commerciaux et puis finalement, j'arrive à remonter la pelote de laine et parler au directeur du labo ou au formulateur. Et que je leur dis que j'ai pas de structure, que je suis moi toute seule, mais que j'ai des sous et que je veux développer quelque chose. Ah, puis en plus, je parle même pas des minimums de quantité. Je suis à 1 milliard de millions de kilomètres de ce qui se fait à ce moment-là. Donc déjà, le marché à ce moment-là n'est pas... le marché en termes de façonnage, de laboratoire, de sourcing, n'a pas encore trouvé la place et n'a pas encore donné sa place au DNVB. Aujourd'hui, c'est merveilleux, vous appelez un laboratoire, vous dites je suis une start-up de compléments alimentaires à Paris, on vous déroule le tapis rouge. Janvier 2017, février 2017. T'as ouvert la voie. En tout cas, oui, disons. Donc une descente aux enfers, et ça te prend combien de temps? Parce que toi, t'as déjà ton cahier des charges. Ça prend 1 an et demi parce que moi le produit fini, je l'ai reçu, j'ai lancé le premier produit en avril 2018 et je l'ai lancé même 2 ou 3 semaines avant de le recevoir physiquement. Ok. Donc c'est excessivement long, mais parce que à la fois donc les laboratoires ont dû déjà moi j'ai dû en trouver qui étaient intéressés par moi, puis après moi qui étais intéressé par eux, qui correspondaient à ma charte qualité, qui étaient ok pour faire les minimums que moi je voulais faire. Et puis le conditionnement, la spécificité de la marque, encore une fois, c'est d'aller chercher la galénique qui correspond le mieux à la problématique avec le packaging qui correspond le mieux à la problématique. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Demain, je ferai que de la gélule dans du pot en verre. Ma vie est très très simple. Je fais tout. Je peux même quasiment faire de la marque blanche. Je résous mes problèmes en 3 semaines, c'est terminé. Nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Donc, je dois convaincre des labos, je dois convaincre des conditionneurs, puis après, je dois convaincre des logisticiens. Parce qu'on l'a pas dit en intro, pardon, mais c'est un abonnement. Les 7 produits sont soit sur abonnement, soit en e-shop. Hein. Exactement, abonnement ou one-time purchase. Et bon, aujourd'hui, on expédie des milliers de commandes. Donc, oui, je peux aller partout en termes de logistique. Mais à l'époque, j'appelle les logisticiens, je leur dis que je veux qu'ils me stockent mon stock. Parce que le premier truc, c'était, je sais pas, j'aurais pu remplir la pièce dans laquelle on a de palettes. Évidemment, je vais pas les mettre chez moi, je vais pas les mettre dans mon salon. Et j'appelle les logisticiens et les types me demandent, bon, vous envoyez combien de centaines de commandes par jour? Je dis, mais on verra. On verra. Et donc là, du coup, je me retrouve à devoir m'engager les 6 premiers mois. Je me souviens toujours 3 200 € mensuels de frais fixes de logistique, alors que j'ai mis 6 mois à faire ça en chiffre d'affaires à peu près. Donc et voilà, mais aujourd'hui, et c'est génial, puisque le monde de la logistique a beaucoup évolué. Il y a des logisticiens, ils sont plugués sur Shopify directement. Ils savent très bien ce que c'est qu'une start-up, ils vous proposent les packages colis influenceurs, enfin, tout est fait, mais à l'époque, non. En prenant un peu de hauteur sur ces 18 premiers mois, après, j'aimerais juste comprendre aussi comment tu as créé ta plateforme de marque, ton univers dans cette période avant le lancement, mais en prenant un tout petit peu de hauteur sur cette recherche de partenaires de labo, de logisticiens, quel est le conseil que tu te donnerais, avec un peu de recul? Ah, je suis très contente de ce qui s'est passé, mais moi je suis quelqu'un qui est contente dans la douleur, hein. Donc globalement j'ai galéré, j'ai trouvé ça génial. Plus c'était dur, plus j'étais donc je pense que je me suis jamais autant amusée qu'à prendre des trains à 6h du matin pour aller voir des labos à droite à gauche, faire tous les salons du complément alimentaire d'Europe, tester des milliards de trucs, recevoir des échantillons, tester des trucs dégoûtants. Moi c'est ça que je trouve le plus. Est-ce qu'il y a un enseignement que tu pourrais partager? L'enseignement, c'est assez difficile dans le. Alors, je vais dire sur cette création produit. Hein, ouais. Moi, sur cette création produit, l'idée c'était simplement de se dire si tu as une conviction que tu sais à quoi tu veux que ton produit ressemble,
essaye de t'y tenir. Si tu as eu cette idée à l'origine, il faut peut-être essayer d'aller au bout. J'aurais jamais assez d'encre dans un stylo et de papier à ma disposition pour dire combien de personnes m'ont dit qu'il n'était pas possible de faire un stick liquide à boire avec tous ces ingrédients. Maintenant, moi, j'en étais convaincue. Donc, faire confiance à son instinct, ses guts, son intuition. Oui, mais ça se travaille, l'instinct. C'est ça qui est très important. Moi, c'est ce que je dis aussi à mes équipes toute la journée. L'instinct, ça se travaille. Il faut le challenger, il faut le tester de temps en temps. Il faut l'entendre, déjà. Il faut l'entendre. Et si tu l'entends, te dire, je vais le tester, je vais aller jusqu'au bout. Et une fois que... De toute façon, dans la vie, tout fonctionne par itération. Une fois que tu as écouté ton instinct une quinzaine de fois et que ça a fonctionné, mais en fait, c'est même plus de l'instinct, c'est tout simplement du flair et du nez. Et ça devient un jour un réflexe. Donc, oui, il faut écouter son instinct, il faut travailler son instinct, il faut apprendre à l'écouter. Et je pense qu'il faut être aussi un peu fou. Voilà. En parallèle de ta recherche produit, de la création du produit, il faut écrire ta marque, ton univers, tes valeurs. Tu fais ça toute seule ? Je le fais pas du tout, surtout. Tu le fais pas du tout, ok. Non, je le fais absolument pas. C'était pour moi pas du tout une priorité. J'y pensais même pas. Et j'y pensais pas d'ailleurs parce que je savais même pas le faire et je savais même pas par quel bout prendre le truc. Et ton packaging sur Day Plus, le premier produit, il a évolué depuis le lancement ? Il a beaucoup évolué. Il était très 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 moche. Parce que là, il est hyper sympa. Donc on est dans packaging rouge et blanc, Day Plus écrit en gros. Drink Me en tagline. En tagline un peu flashy, j'ai l'impression. Non, ça n'a rien. Non, mais okay. Je ne sais pas à qui appartient cette marque. Non, c'est la marque en avril 2018. C'est pas du tout ça. Elle est moche. Alors, elle est moche. Non, je suis dure avec moi-même. Elle est propre, elle est clean. Elle est blanc et vert. C'est blanc et vert. Voilà. Il y a 15 000 fois trop d'informations sur le packaging. Je comprends même pas comment les gens arrivaient à lire ce qu'il y avait écrit dessus. Il y en avait partout. Et en plus de ça, le logo était au mauvais endroit. Donc tout le monde pensait que justement la marque c'était Drink Me. Enfin, c'est ni fait ni à faire. Mais le produit était extraordinaire. Et donc en fait, c'est ça pour moi aussi la morale de l'histoire. C'est se concentrer d'abord sur le produit et le reste se fera tout seul. Après, avec un très bon marketing, on gagne forcément énormément de temps. Mais aussi, il faut savoir que moi, je me suis lancée dans cette aventure tout simplement parce que parce que mon rêve, moi, c'est de retourner à l'école. J'adore l'école. J'ai toujours été très académique. J'ai un côté première de classe. Et ce qui m'excite dans la vie en général, c'est ce côté un peu polarde et d'apprendre des millions de trucs. Donc, j'avais hâte de cette période dans laquelle j'allais rentrer dans le futur, qui allait consister justement aux valeurs de la marque, à l'identité, au logo, au territoire de marque, enfin, des mots que j'ai découverts après que je connaissais pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, c'était pas la priorité à ce moment-là. Je voulais d'abord sortir un super beau produit, avoir un support de vente. Et je me suis dit, la marque, je m'en occuperai plus tard. Et c'est rigolo par rapport au Bon Marché, parce que le premier rebranding a eu un lien avec le Bon Marché. C'est que pour rentrer au Bon Marché, j'ai dû leur faire croire que j'étais en rebranding. Et donc, du coup, par la force Pourquoi ils t'ont dit que le produit était moche ou que... Oui, mais qui était vrai. Hein. J'étais un salon. Et il faisait froid et j'avais un stand épouvantable, mal placé. C'était en plein milieu du mois de janvier, dans la porte d'entrée comme ça, de la porte de Versailles. J'avais une petite stèle. Et les acheteuses du Bon Marché sont venues me voir. Évidemment, je ne savais pas du tout qui étaient les acheteuses du Bon Marché. Avec du recul, je pense que j'aurais dû me renseigner. Et du coup, on a commencé à échanger, etc., jusqu'à ce qu'elles me lâchent qu'elles sont acheteuses au Bon Marché et que littéralement, j'ai une descente d'organes et je me dise, zut, est-ce que j'ai bien fait mon pitch ? Et avec beaucoup de netteté et gentillesse, elles m'ont dit, voilà, nous, on adore votre marque, on vous a spoté depuis plusieurs mois. Le problème, c'est que pas très, très beau. J'ai dit, mais c'est incroyable. On est en plein rebranding. C'est fou comme... Et à mesure que je dis ce mensonge, je me dis, mais pourquoi ? Là, j'ai écouté. Il va falloir le faire maintenant. Le mieux, c'est que je vienne vous voir, là, voilà, bon, je finis le salon, j'ai un truc, je viens vous voir dans 2-3 semaines, je vous montre le nouveau packaging, etc. Ah, génial. Boum, je repars avec mon rendez-vous pour le 24 Sèvres. Et je sors du salon et j'appelle un pote qui a une agence de graphisme. Je dis, je t'en supplie, fais-moi un packaging, quoi. Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Et donc, c'est comme ça que la marque a quand même commencé à évoluer. Ça, c'était quand ? Ça, c'était en février 2019. Ok. Voilà. Et donc, 10 mois après le lancement, quoi. Exactement. Donc là, l'horreur, parce qu'en fait, je dis, bah, c'est génial, j'ai sorti ce nouveau packaging avec un prototypage que j'ai montré au Bon Marché, mais maintenant, du coup, en fait, j'ai des milliers de boîtes qu'il faut que je dépackage, enfin, l'enfer absolu. Mais comme quoi, on arrive toujours à tout.
Et voilà. Et du coup, là, c'est vrai que la marque, déjà à l'origine, il n'y a même pas de marque. Moi, quand je lance en avril 2018, je lance un produit et je me dis, bon, maintenant, il faut juste tout faire pour que ce produit fonctionne. Et si ce monoproduit fonctionne, je lancerai une marque. C'est ça la spécificité. Et pendant 2 ans, on a eu un monoproduit. Parce que j'ai sorti le produit Dodo pour le sommeil en mai 2020. Et quand je raconte cette histoire, les gens me disent, mais donc pendant 2 ans, 2 ans, t'as vécu sur D+. un produit. Ouais. Ok. Et je pense que ça a été le tour de force de la marque, c'est de dire pendant 2 ans, voilà, j'ai un monoproduit, je l'installe. Et je pose mon ADN de marque. Et en fait, ce premier produit est tellement représentatif de toutes les valeurs de la marque. Un format excessivement innovant, une galénique unique, un format de consommation ultra pratique, des actifs ultra dosés avec une qualité extraordinaire, du 100% made in France, etc. Et en fait, en racontant cette histoire pendant 2 ans, en laissant le buzz se faire tout seul, parce qu'on n'a jamais fait d'acquisition entre-temps. Pendant 2 ans, on n'a jamais gifté une influenceuse, on n'a jamais dépensé 1 euro sur Facebook ou Instagram, etc., etc. 100% organique, bouche à oreille. Et c'est vrai que si on devait me demander aujourd'hui ce qui fait que la boîte est saine, c'est ça. C'est hyper intéressant et c'est une belle histoire. Comment justement tu fais tes premières ventes ? Alors, comment tu lances la machine ? Alors, ça a été là aussi une belle claque, mais une belle claque comme on les aime, hein, parce que comme quand on se prend une grosse vague en plein dans la tête et qu'on se dit « j'aurais peut-être dû passer là où le courant est moins fort ». Typiquement, voilà, un jour, je décide que c'est le jour et j'envoie un email, une newsletter à tous les gens qui étaient invités à mon mariage. Donc voilà, j'ai une mailing list d'à peu près 600 personnes. J'avais pas 600 personnes à mon mariage. Une partie ne sont pas venues. Mais entre les gens de mon mariage, les potes, les gens historiques, etc., j'envoie un email en disant, bah voilà, je lance ma marque de compléments alimentaires. Voici le lien pour acheter. À l'époque, j'avais un site WooCommerce. Je lance un Instagram, donc un tout petit compte Instagram que j'anime moi-même. Et je poste sur mon Instagram perso. Je demande aux gens de reposter, etc., etc. Et les premières ventes se font comme ça, quelques personnes de l'entourage pour me faire plaisir, hein, on va pas se mentir, et qui d'ailleurs sont toujours des gens qui sont clients aujourd'hui, donc comme quoi ils m'ont fait plaisir, puis maintenant ils se font plaisir eux. Ils ont été convaincus. Ouais. Ils ont été convaincus, mais je vends à ce moment-là très 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 peu à mon entourage, c'est-à-dire que oui, les 2-3 premiers jours, j'ai des ventes de la copine machin, le pote truc, la tante bidule, etc., mais ça s'essouffle au bout de 3 jours. Et c'est là où je dis que c'est une claque, c'est que pour moi, le meilleur objectif, c'est de vouloir vendre à des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Le réseau des gens, on ne sait jamais si on peut compter dessus. Ils vous demandent toujours le code promo à droite, à gauche, la ristourne, machin, le truc. Voilà. L'objectif, c'est de vendre à des gens qu'on ne connaît pas. Donc ça, je m'en suis rendu compte très très vite, au bout de 3 jours. Et justement, par rapport aux ventes, comment je les ai faites, ça a été très rapidement 100% via les réseaux sociaux, via Instagram, avec ce compte Instagram qui a fonctionné tout seul très très vite, parce que comme j'étais la première à me relancer en start-up sur les compléments alimentaires, j'étais toute seule sur les hashtags. Et donc en fait, je me suis retrouvée à être toute seule sur hashtag complément alimentaire, hashtag collagène complément alimentaire. J'étais toute seule. Et du coup, les clients, les nanas qui cherchaient ça en France ne pouvaient tomber que sur moi sur Instagram. Ok. Voilà. Du coup, tu as profité un peu des différentes vagues qui a pu y avoir aux États-Unis, notamment sur les régimes, les types de régimes. Je pense au collagène, qui est quelque chose d'assez... alors, j'allais dire à la mode, mais c'est peut-être pas le bon terme aux États-Unis, mais qui arrive maintenant en France. T'as profité un peu de ces modes ? Je sais pas, je l'ai pas senti honnêtement. Ce que moi j'ai senti, c'est que quand j'ai lancé la marque, c'est là où je m'étais pas trompée, c'est qu'il y avait une partie de la population française féminine qui en avait marre de s'envoyer 15 gélules chaque matin, qui avait l'habitude d'acheter tel et tel et tels actifs et qui était à la recherche d'une solution unique, et en plus de ça une solution qui était quand même un peu plus désirable, parce que même si je suis méchante avec moi-même, je dis que tout était moche, c'était pas non plus si monstrueux que ça, achetable sur internet, donc facilement en un clic. Et donc en fait j'ai trouvé ma première clientèle comme ça, et qui ensuite a fonctionné avec le bouche à oreille, voilà. Ok, compris. Avance rapide à aujourd'hui, ou plutôt mai 2020, du coup, c'est ça qui nous intéresse. T'as passé 2 ans sur un seul produit, D+, maintenant vous en avez 7.
Oui. Donc, tu as déjà décidé d'aller refaire le tour des labos dans un monde qui a un peu évolué, même s'il ne s'est passé que 2 ans, il a quand même évolué. Et comment tu fais Qu'est-ce qui t'a inspiré? Quels ont été les insights qui t'ont poussé à aller créer ces nouveaux produits? Dans quel ordre tu les as fait? Déjà, ça a été très très difficile de sortir le deuxième produit. Ça a été le plus difficile, Dodo, le 1er mai 2020. Dodo, le spray sommeil, pour dormir mieux. Exactement. Je l'ai très très mal vécu. Je voulais pas le sortir, je repoussais. On devait le sortir à l'origine en février 2020. Et je pense que je remercierai jamais assez le Covid pour ça, parce que je faisais un refus d'obstacle total. J'avais qu'une peur, c'était de sortir un nouveau produit qui déçoive. Le premier avait tellement de succès. Voilà, l'enfant unique, et ça fonctionne et c'est rodé. Et j'y avais trouvé un certain confort, une certaine sécurité. Et j'aurais jamais pu me pardonner de décevoir mes clientes qui n'attendaient qu'une seule chose depuis presque 2 ans, c'était le prochain produit. Donc je l'ai vraiment mal vécu. J'arrivais pas à libérer ce produit. Et là, merveilleuse nouvelle, le Covid arrive, les labos ferment, la marchandise est bloquée. Je me dis, mais chic, j'ai pas à sortir. L'acte manqué, quoi. Exactement. Et puis à un moment, faut quand même, faut y aller. Et donc du coup, le 1er mai, le vendredi 1er mai, donc un jour férié, on dit qu'il faut jamais sortir un produit le vendredi. Et les gens travaillent pas, oui mais c'est le Covid, oui mais ils seront quand même dehors, etc. Et puis je craque à 11h du matin, je dis allez, basta, faut le sortir, faut le faire, faut accoucher. Et donc je sors Dodo, et là, pendant les 8 ou 10 premières heures, on a une commande toutes les 30 secondes. Et là, alors c'est génial, mais ça veut dire quoi le sortir? C'est-à-dire que je le mets en ligne, et je dis allez, il est en vente. Mes équipes me disaient mais ça y est, on a les photos, les shootings, les fiches produits, enfin tout est prêt, quand est-ce que tu vas le dire? Et 11h du matin, le vendredi 1er mai, je dis allez, basta, on y va, c'est parti. Et donc j'appelle les équipes, évidemment le 1er mai, donc les gens sont pas censés travailler, donc j'appelle à peu près tout le monde dans l'équipe et je dis allez go, on lance le produit. Et comme j'ai la chance d'avoir une équipe qui me suit tous les jours dans ce que je demande entre 10h, 14h et 19h, qui est très erratique. Puis ok, pas de souci, donc tu vous donnes 30 minutes, tac, et on lance le produit. Comment tu fais pour avoir une vente toutes les 30 secondes? Je l'annonce sur Instagram. Juste Instagram. Je l'annonce, je mets une story sur Instagram, ça y est, notre produit est sorti. Je fais pas de teasing, jamais. Pas d'email? Si, une newsletter. Mais le jour même? Ah oui, lors du lancement. En gros, entre 10h45, 10h50 et 11h45, on a fait la newsletter, on a fait une story sur Instagram, on a mis le produit en vente sur le site, et voilà. Excellent. Et on laisse tourner. Excellent. Et donc ça marche. Et là, c'est pour ça que je te dis, il y a quelques petits moments dans les voilà, il y en a quelques-uns, et ce moment-là, et c'était incroyable, c'était très mignon, parce que du coup, on était en plein confinement, j'étais avec mon mari qui est, comme moi, très carriériste, perfectionniste, faut jamais être dans la joie de ce qu'on achieve, faut toujours être dans le next step et tout. Et en fait, toute une espèce d'ébullition totale, et puis une grande joie, quoi. Et je me suis jetée sur mon canapé, et surtout, je me suis autorisée à prendre du plaisir dans ce moment-là. Je suis tellement flagellée avant de le sortir, et j'ai profité vraiment, vraiment de cette journée. J'ai pris l'apéro à 15h, et ça m'a libérée. J'étais super heureuse, et puis aujourd'hui d'ailleurs, chaque produit qu'on sort, en fait, prend une place incroyable dans notre chiffre d'affaires, nous a permis de diversifier notre revenu. Et à chaque fois qu'on sort un produit, il devient le nouveau best-seller. Donc nouveau best-seller. C'est super chouette. Donc, deuxième produit le plus difficile à lancer, mais qui se lance quand même et qui marche bien. Et du coup, 5 autres ensuite dans les 6 mois qui viennent de passer. Exactement. Alors là, ça a vraiment été l'horreur, en fait. C'est une belle course, c'est un beau rythme, c'est presque effréné. Ça fait un produit tous les 2 mois. Ça fait un produit tous les 2 mois. Après, je rappelle quand même que j'ai eu 2 ans pour les faire. Hein. Donc, oui, bien sûr. Non, mais voilà. Mais je pense que c'est très propre à ma personnalité. Je suis incapable d'aller quelque part pas 100% préparée. Une fois que j'ai compris comment fonctionnaient les choses, je les décline. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu as compris alors? Qu'est-ce que tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait d'itération et de faire confiance à son instinct. Moi, il fallait en fait que j'apprenne à faire confiance à mon instinct une deuxième fois sur un deuxième produit. Et c'est cette confiance-là que la sortie de Dodo m'a donnée. C'était de me dire, je me suis pas trompée sur un deuxième produit.
Et après, j'ai vu que je m'étais pas trompée aussi sur le 3e. Et du coup, aujourd'hui, la peur de lancer un nouveau produit n'existe plus parce que j'ai itéré 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je sais que, à minima, au moins ma clientèle existante, mes produits plaisent. Et puis même maintenant, à beaucoup plus parce qu'on acquiert des nouveaux clients grâce à des nouvelles problématiques que l'on résout. Ouais, tu empiles des besoins différents, mais qui permettent de rebondir de l'un à l'autre, quoi. Exactement. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai plus peur de sortir des nouveaux produits et je me fais confiance sur ma capacité à avoir vu juste pour répondre à une nouvelle problématique. C'est très riche. Sur le produit, est-ce que des choses ont évolué entre le premier jour, enfin en dehors du packaging dont on a parlé tout à l'heure, mais sur la logistique peut-être, les labos avec lesquels tu travailles? Alors, est-ce qu'il y a des apprentissages en tout cas que tu peux nous partager? Alors, il y a des apprentissages. Est-ce que je les applique? Pas du tout. Comme on est toujours en retard, rien ne va jamais assez vite, on subit les retards de délai de tout. Chaque fois que je me dis, bon, ça, on a complètement pigé, on sait comment ça marche, le BAT machin, l'imprimeur truc, la logique, chaque fois, il y a un nouveau truc qui marche pas. Donc, on continue à apprendre quand même beaucoup. Intégrer l'imprévu dans le raisonnement et dans le planning, quoi, c'est ça? Exactement. Donc, comme on dit, tout changer pour que rien ne change. Donc, faut accueillir l'imprévu et ça, c'est aussi un gros travail en tant que chef d'entreprise que j'ai fait avec l'aide d'un coach depuis mai 2020 pour accueillir l'imprévu. L'imprévu ne m'a jamais fait peur. D'ailleurs, je pense que j'ai une personnalité je cours vers l'imprévu, comme ça au moins je l'ai vécu et ensuite je peux le processer et l'intégrer. Mais il y a encore des manières d'optimiser ça et d'être encore meilleur dans sa gestion de l'imprévu, de manière même très perverse, en y prenant du plaisir. Faut l'accueillir, en fait, faut attendre l'imprévu et se dire qu'est-ce qui va foirer cette fois-ci. Donc nous, par exemple, typiquement, juste après Dodo, on devait sortir notre solution pour l'été. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que les labos nous ont dit non mais en fait, on va jamais le sortir, puis on va vous le livrer en octobre. Mais ça, moi, ils me le disent le 28 mai, d'un produit que je devais sortir le 1er mai. Le 28 mai? Non. Je devais sortir le produit le 1er mai. Ouais. Ils me retardent. Ah oui, et le 28 mai, ils me disent, Madame d'Espagne, vous ne l'aurez pas avant le mois d'octobre. Et moi, je leur dis, c'est bien parce que c'est un produit pour l'été. Donc on est bon là, on est nickel, on est pile dans le timing. Et là, grande déception au niveau de l'équipe, etc. Et donc les équipes me disent, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, donc on va sortir le produit le 5 juin. Et je me dis, mais c'est-à-dire, on sort le 5 juin et puis on fait 3 semaines et demie de précommande et si le 28 juin on n'a pas trouvé une solution, on remboursera tout le monde. Voilà. Ok. Et les labos ont réussi à tenir la deadline? En fait, à partir du moment... Moi, je pense que c'est le concept, c'est aussi ce que j'ai fait en finance. C'est là où ça m'a appris beaucoup de choses. On appelle ça se shorter. Bon, une fois que tu t'as dit que tu le faisais et que tu l'as vendu, t'as intérêt à aller sourcer. À délivrer, quoi. À délivrer. Et c'est ça aussi, c'est savoir prendre des risques. Ce qui est un risque réputationnel fort à ce moment-là, parce que la marque est installée, mais la marque est jeune. C'était quel produit celui-là, pardon? C'est Aloha. La gamme soins Aloha, donc soins préparateurs pour la peau, pour avoir bonne mine, et soins réparateurs après l'exposition au soleil. Et donc en gélule. En capsule. Ouais, ce sont des capsules. Cette galénique avec une texture liquide à l'intérieur, mais en capsule. Donc c'est une capsule avec la spécificité que tout est 100% végétal. La capsule est en tapioca. Normalement, les capsules, c'est de la gélatine porcine ou bovine ou de poisson. Et le pot, c'est du plastique végétal de canne à sucre. Donc, c'est pas du vrai plastique. Et même l'étiquette est 100% en papier, parce que 99% des étiquettes sont en fait un toucher papier, mais pas du vrai papier. Et la colle même de l'étiquette, c'est de la colle végétale. Alors, hyper intéressant. J'ai plusieurs questions, du coup. Je reviens sur Dodo, ce premier lancement le 1er mai, et la gamme Aloha, bien sûr, qui suit. Là se pose... Alors, voilà, mes questions sont... les 2 questions que j'ai en tête sont les suivantes. La première, c'est que DI+ était le nom de ton produit et ta boîte. Oui. Du coup, il y a un problème de naming. Enfin, c'est pas un problème. Il y a un sujet de naming. Et le deuxième sujet, c'est que les produits sont donc des galéniques différentes qui correspondent à l'usage et peut-être au moment, au rituel auquel je vais les prendre, mais sont vraiment différentes. Du coup, faut réinventer chaque packaging, peut-être. J'ai l'impression tous les produits ont une identité différente. Oui. Parce que alors total. Donc... Alors c'est un choix pour aller au bout de ma pensée. C'est un choix qui est couillu, pardon, je le dis,
parce que c'est du réinvestissement, c'est pas forcément de la... t'es pas en top of mind quand on voit un produit, on n'imagine pas que c'est du D+. Oui, oui. C'est vrai. Et encore une fois, je l'ai fait envers et contre tout le consensus global des gens autour de moi. Mais oui, déjà, premièrement, comme tu dis, on doit réapprendre à chaque fois. Mais encore une fois, moi, je pense que l'apprentissage vient dans l'itération. Donc, en fait, aujourd'hui, on a répliqué sur bientôt 8 produits parce qu'on sort notre solution pour les règles dans 2 semaines. Voilà, donc c'est dit. Et je disais qu'on faisait pas de teasing, non. Mais cet épisode sort dans quelques jours, donc ça fera pas exactement 2 semaines après moi. Ça passe. Mais en fait, la question, c'est pas... Pour moi, dans la mesure où j'ai appris à faire 8 fois différemment, en fait, pour moi, je sais faire, parce que je sais juste faire différemment à chaque fois. Donc, en fait, ça compte pas. Ok, je comprends l'approche. Et la réflexion sur le nom de la marque, parce que Day Plus était un produit, mais on devient une marque. Oui, en fait, au moment où je me dis, bon, bah voilà, ça y est, j'ai mon produit sommeil, et il s'appellera Dodo, et donc là, quelqu'un me dit, bah donc du coup, ta marque, c'est quoi ? Je sais pas. Donc là, il a fallu trouver un nom de marque, et c'est là que j'ai travaillé sur tout le territoire de marque, les valeurs de la marque. C'est là qu'il était temps de le faire, en fait, par rapport à ta question de tout à l'heure. Et alors là, pareil, j'ai appris 1 million de choses parce que j'ai parlé à des agences de com, j'ai découvert un langage que je connaissais pas, le territoire de marque, la valeur, la charte graphique. Moi, je suis je suis un petit rat de laboratoire, je suis une petite bête analytique, j'ai fait des maths. Moi, le territoire de marque, le graphisme, des typos, des couleurs, des choses, j'ai aucune idée de ce que c'est. Et là, c'est le moment où on a commencé à penser la marque dans sa globalité. Et c'est là que j'avais une volonté, c'était que je voulais que les produits soient plus forts que la marque. Voilà, pour moi, la star, c'est le produit. Et j'avais ce vieux fantasme de me dire, quand tu penses à une marque, à des marques très fortes, tu vas penser à Levi's, par exemple. Les gens sont capables de te dire 1 ou 2 noms de modèles, mais pas plus. Et j'avais ce fantasme que les gens chez nous connaissent le nom des produits plus que le nom de la marque. C'est intéressant, mais pourquoi ? Parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que chacun de ces produits que j'ai tellement créé avec tellement d'amour, tellement de réflexion, tellement derrière chacun de ces produits, il y a une histoire excessivement personnelle. J'y mets tout mon cœur. Je rêve à toutes les personnes qui vont avoir un petit coup de mieux dans leur vie grâce à ce produit. Et donc, du coup, pour moi, je suis tellement obsessionnelle sur ce produit que j'ai tellement envie de mettre en valeur que la marque, à ce moment-là, n'a pas d'importance. Et du coup, à ce moment-là, et puis quand je pars dans un produit, je pars dans son univers. Donc c'est pour ça que j'ai fait des univers très différents. Et à l'époque, quand les investisseurs ou des professionnels ou des boutiques me demandaient de leur expliquer, j'ai dit, voilà, c'est comme quand on arrive à Disney, on a Fantasyland, on a Frontierland, on a Adventureland. Et voilà, et je voulais des univers complètement différents. On m'a dit, mais ça marchera jamais. Ça a marché. C'est marrant, on connaît mieux Space Mountain. Enfin, on connaît mieux, non, pas forcément, mais on connaît Space Mountain tout autant que Disney. On connaît le nom des attractions. Ok, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ça me semble surprenant en termes de dépenses d'énergie et dépenses budgétaires, parce que créer une marque, enfin, ça prend du temps, il faut de la patience, surtout dans du grand public. D'où mon étonnement, mais j'entends la démarche. Quoi. C'est également en train de changer. Donc, en 2021, on va avoir maintenant une marque unifiée avec des univers de produits qui vont être beaucoup plus alignés. Ok. Voilà. Et qui m'a dit l'autre jour, finalement, t'aurais peut-être dû faire ça tout de suite. Et c'est un peu ça qui, moi, je trouve que l'entrepreneuriat, on peut le considérer de plein de manières différentes. Moi, je le fais parce que j'ai envie de me faire plaisir au quotidien. Et du coup, c'est vrai que je me pose pas trop de questions. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Après, je me donne tous les moyens pour faire que ça marche. C'est pas grave si on change 1 an après. Tout s'explique, tout se dit. Voilà. C'est intéressant. Je passerai aux ops après, du coup, business et ops, et j'enchaîne directement sur le marketing et ta communauté. Tout se dit, il faut l'expliquer à tes clients, tes clientes. Comment est-ce que tu communiques avec eux ? Je communique massivement via Instagram. Et c'est aussi ce qui ressort un petit peu de la marque, c'est que j'ai tendance à dire un peu ce que je pense de manière assez franche et brute. Alors c'est vrai, encore une fois, que ça plaît pas à tout le monde, mais
Mais je dis ce que je pense. Après, je rentre jamais je vais jamais là où ça me dérange aussi. C'est-à-dire que j'estime que je n'ai pas de responsabilité ni d'engagement à devoir raconter tout ce que je vis. Après, ma communauté me sent aujourd'hui. Par exemple, si je disparais pendant 4-5 jours, c'est qu'en général, je suis sur un truc qui est pas cool. Et voilà, donc si j'ai envie de disparaître des réseaux sociaux pendant 5 jours, parce qu'à ce moment-là, soit j'en ai ma claque, soit j'arrive pas à résoudre un problème et que je fais du 6h minuit, etc. Et voilà, et au bout de 5-6 jours, je vais dire désolé, j'étais partie, mais je reviens. Il s'est passé ça. Et puis si j'ai pas envie de raconter, je le raconte pas. Donc, mais c'est juste qu'en tout cas, en revanche, c'est toujours assez honnête. Voilà, c'est toujours en tout cas c'est ce que j'ai envie de dire au moment où j'ai envie de le dire. Voilà. Ok. Tu utilises l'email aussi? On fait des newsletters, oui, on a switché, on a surtout commencé à utiliser Klaviyo fin août, début septembre. Donc ça fait 6 mois, 5 mois, quel retour sur Klaviyo? Alors, j'en suis très contente, mais encore une fois, on partait tellement loin que... Vous étiez sur quel outil? Oh là là, Mailchimp, et quand c'était moi qui m'en occupais, comme ça m'énervait Mailchimp, je le faisais en groupe d'email sec via Gmail. Enfin, franchement, c'était pas du tout institutionnel. Okay. Et Klaviyo m'avait été chaudement recommandé. Nous, on est passé de WooCommerce à Shopify, donc toute fin 2019. Donc là, on vient de faire 1 an, en gros, une année full via Shopify. On a une API d'abonnement qui s'appelle Bold, qu'on change aujourd'hui. Donc on passe aujourd'hui enfin de Bold à Recharge. Bold qui est la plus mauvaise appli d'abonnement qu'on puisse avoir sur Terre. Donc voilà, on avait notre Shopify, mais on avait Bold et Mailchimp, et il y avait 2 grands changements qu'il fallait faire. C'était passer à Recharge et passer à Klaviyo. Et en plus, les 3, Shopify, Klaviyo et Recharge, se parlent beaucoup mieux entre eux. Voilà. Klaviyo qui est super, qui est souvent recommandé, mais qui est cher, je crois. Ah, tu me l'as pas dit, ça. Comment? Je ne suis pas au courant. Je reviens à la communauté, donc pas mal d'Instagram, de l'email évidemment, de la newsletter. L'Instagram, tu dis que tu parles beaucoup. Je parle quand j'ai envie. Tu parles quand on a envie, oui. En stories, en post, en stories surtout. Oui, en stories, que je me suis imposé comme règle de ne jamais les regarder. Enfin, je veux dire, de jamais les répéter. C'est-à-dire que je la fais, et puis au pire, c'est monstrueux, la lumière est moche, et j'ai un truc au coin de la bouche, et j'ai dit un gros mot, mais je peux pas... je me ferais trop de mal, je pense, si je regardais et que j'essayais de refaire mieux. Donc du coup, je le sors, et puis voilà. Ok, vous avez un calendrier éditorial? Vous êtes combien chez... Elle sourit. Non, parce que... Vous êtes combien? Pardon, je t'ai pas posé la question. On est... Donc, il y a 7 personnes plus moi. Ok. Voilà. Et du coup, sur la partie communication... la partie com, on vient juste de commencer, parce que le 5 décembre, quelqu'un a enfin rejoint la team D+, pour faire de la com. Et du coup, on est en train de mettre effectivement un calendrier éditorial en place. Ce qui me plaît, moi, c'est de mettre en place des thématiques qui vont faire que tous les 10 ou 15 jours, on va aborder le quotidien et le bien-être sous un angle assez spécifique. Et qui va nous permettre de raconter plein de choses différentes. Donc là, on rentre aujourd'hui, justement, on est le 20, c'est ça? Oui, on est le 20, et on rentre dans la thématique cocooning. Donc là, on va passer 10-15 jours à aborder le thème du cocooning, du prendre soin de soi, via plein de moyens différents, les compléments alimentaires, les cosmétiques, les tips à la maison, les musiques relaxantes, les meilleurs cocktails qu'on peut se faire pour se cocooner, enfin, tout ce genre de choses. Et là, on vient de sortir de la thématique éco-responsabilité qu'on a faite pendant 10-15 jours, où on a pu mettre à l'honneur... plein de choses, des initiatives, des manières d'être plus éco-responsable au quotidien. Donc voilà, donc on commence à écrire notre calendrier éditorial, et puis on va surtout essayer de s'y tenir. Voilà. J'ai trouvé un produit vert du coup, mais c'est Magic Me. Oui, c'est Magic Me. Je voulais absolument. Alors j'étais obsédée par le vert de la c'est un vert flashy en plus. Hein. C'est le vert de la kryptonite. Bien sûr, de Superman. Voilà. Mais elle est mauvaise pour Superman, la kryptonite. Elle est mauvaise pour Superman, la kryptonite. C'est vrai que ses forces diminuent quand il s'en rapproche, mais pourtant c'est sa source d'énergie. Donc voilà, l'idée c'était un peu c'est de réveiller le super-héros qui sommeille en chacun de nous. Et je voulais vraiment aborder la problématique du stress, parce que moi je suis quelqu'un de très stressé, et je pense que c'est ce qui fait ma force. Oui, parce que on considère le stress comme une perte de moyens.
alors que ça peut être un moteur, un levier, un fuel, quoi. Pour avancer. Exactement. Et moi, c'est mon fuel. Et donc, c'est pour ça que par rapport à ton analogie, et mon analogie, pardon, sur la kryptonite, qui en fait est dangereuse pour Superman, en fait, nous, on fait de ce qui peut être dangereux une force. Sympa comme storytelling. Oui, et comme valeur. Oui, et comme valeur auquel je crois profondément. Moi, je me suis sentie beaucoup marginalisée par le fait d'être quelqu'un de très intense, très passionné, très angoissée, très stressée. Et j'ai toujours été stupéfaite quand je disais qu'est-ce que je suis stressée, qu'on me dise non mais t'inquiète pas, ça va aller. Je dis mais en fait mais ça me dérange pas du tout d'être stressée. Et ça m'a pris pas mal d'années. Et vraiment, je dis mais moi je suis super heureuse d'être stressée. Après je fais, je pense, quelque chose de positif de mon stress, mais c'est vraiment ma force. Et de la même manière que ces insomnies, je n'ai jamais autant d'idées que quand j'ai une insomnie. Et alors après, il faut la compenser, donc il faut pouvoir trouver des remèdes dodo. Mais l'idée, c'est vraiment de décomplexer, de déculpabiliser ces moments de vie où on va être moins au top des normes de ce qu'on pense être bien, mais qu'on va finalement créer. Les plus grands écrivains, les artistes, c'était entre minuit et 6 heures du matin que se passait la magie, en général aidés par de l'absinthe et des fumées magiques, voilà. Mais je crois au pouvoir des choses qui se passent hors du temps qu'on nous a dit était le meilleur temps pour créer, pour inventer. Ouais, et cet insight est fort aussi de savoir transformer une friction en levier, en trampoline, quoi, pour aller plus loin. Ça, j'aime bien. Je reviens sur les ops. Le temps file. Non, mais c'est hyper intéressant. Tu as dit que tu faisais des salons la première année, du coup, lors de la création de la boîte. Tu continues d'en faire ? Enfin, forcément, depuis le Covid, c'est plus compliqué, mais... Oui, tout à fait. Je continue d'en faire. Et le dernier qu'on a fait, c'était... j'en sais rien, donc je vais plus pas... Non, si. On a fait le dernier salon Who's Next. C'était, tu vois, janvier 2020, donc c'était il y a un an. Et justement, tu vois, par rapport à ce que ton point de dire, faire d'une friction quelque chose de positif, il y a rien de pire qu'un salon. T'es debout, t'as froid, t'as faim, des gens s'approchent de toi, tu sais pas si... On parle de salon B2B. Salon B2B, tu sais pas si c'est des gros prospects, tu sais pas si t'es face à l'acheteuse des Galeries Lafayette Monde ou juste quelqu'un de trop bizarre qui a eu un pass gratuit. Et donc, tu dois donner ta chance à chacun de tes autres interlocuteurs, tu dois connaître tes produits, tu te fais challenger, tu répètes 450 000 fois la même histoire. T'as l'impression que ça sert à rien. Et ça en fait toujours des petits. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, je suis assez dure avec les staffs par rapport au salon, par rapport au fait d'être présent sur nos points de vente physiques, à s'ennuyer pendant 12 heures d'affilée sous une lumière artificielle. Dans un hall froid. Un hall froid, mais il y a toujours ça donnera des petits. Soit tu vas te faire... Moi, je me souviens, le pire salon que j'ai fait, que je ne nommerai pas, où je me suis embêtée comme pas possible, et à la fin du salon, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, j'ai pris tous les stocks de D+, que j'avais, toutes mes cartes de visite, et je les ai distribuées à tous les exposants. Donc j'ai offert des produits, comme ça, et j'ai offert les cartes de visite en disant, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Instagram. Et je pense que ce jour-là, j'ai gagné 300 clients. Voilà. Et les distributeurs ? Tu es actuellement, donc tu fais 92% de ton chiffre en ligne. Oui. On a 28 points de vente. 28 points de vente. Comment tu les as signés ? Pourquoi tu es allé alors, on en a démarché aucun. C'est que des points de vente qui sont venus à nous. Et du coup, on travaille qu'avec des gens avec qui on a envie de travailler pour l'instant. Comment est-ce qu'ils t'ont trouvé ? Instagram. Ok. Et c'est des boutiques, des réseaux ? Donc, ça va être du department store comme le Bon Marché, des concept stores, des instituts de beauté, des magasins un petit peu, j'ai envie de dire, comme les Marionneaux revisités. Il y a énormément ça dans plein de villes de province, avec des stores qui vont avoir une quinzaine, vingtaine de marques très pointues, très niches, beauté, soins. Voilà, donc on est dans ce type de boutique. Ok. Toi, ton enjeu, c'est de vendre plus d'abonnements que de produits dans le e-shop ? C'est une question et une affirmation en même temps. Oui, c'est bien. C'est intéressant, un oui client, le repeat business, quoi. Alors, nous, on a un repeat égal sur notre e-shop et sur nos abonnements. Attends,
repeat Les clientes qui ne sont pas abonnées viennent racheter tous les mois ou tous les... Exactement. Ok. C'est simplement des profils différents. Donc je sais qu'aujourd'hui dans la DNVB, la start-up, le mot abonnement, c'est la martingale absolue, c'est le Graal. Non, mais en business tout court, parce que ça te fait du revenu récurrent presque assuré. Oui, mais il faut accepter que tous les clients n'ont pas le même profil, que toutes les femmes n'aiment pas acheter de la même manière, et il faut surtout travailler sa récurrence hors abonnement et savoir travailler sa récurrence e-shop. Ok, intéressant. Là où j'allais avec cette question, c'est que ce que tu vends en retail et donc pas sur ton site, c'est forcément que du produit one shot, que les gens peuvent racheter régulièrement parce que peut-être ils retourneront au bon marché, on leur souhaite. Enfin, on te le souhaite. Mais je me demandais du coup si dans tes produits qui étaient vendus hors abonnement, tu avais de l'incentive pour aller s'abonner. Si j'achète un produit sur le e-shop, de manière seule, est-ce que dedans, le packaging, ce que tu vas me glisser comme information, je sais pas, marketing, va m'inciter, est-ce qu'il y a un effort pour m'inciter à aller m'abonner? C'était ça ma question. Alors, il va y en avoir un dans la mesure où sur les packs de 1 mois, il est toujours plus avantageux de s'abonner. Ok. Maintenant, moi j'ai une philosophie qui consiste à dire que je ne vois pas pourquoi une cliente qui m'achèterait d'un seul coup une cure de 3 mois de Day+ devrait pas payer le même prix qu'une cliente qui est abonnée 3 mois. Et encore une fois, ça, d'un point de vue métriques et rationalité, on va se dire, bah non, mais il faut que la cliente s'abonne. Oui, mais du coup, en fait, non. Parce que ce qui se passe, c'est que la cliente qui va dépenser 240 € pour une cure de 3 mois de Day+, eh ben, elle sent qu'on a fait un effort pour elle, qu'on lui fait bénéficier du même tarif unitaire que si elle s'était abonnée. Et du coup, elle est contente et du coup, elle revient. Ok, je comprends. Est-ce que le fait de commencer à distribuer en physique, en retail, a eu un impact sur la marque? Comment tu peux le qualifier ou le quantifier? Est-ce que le bon marché, on en a parlé. Ouais, c'est rassurant en fait. On a beaucoup cette question sur les réseaux sociaux de clientes dans toute la France qui vont nous dire je veux pas commander sur internet, donnez-moi la liste de vos points de vente. Donc on lui donne la liste de nos points de vente et 15 minutes après, elle a commandé en ligne. Il y a des gens qui font ça encore. Enfin, qui te demandent des réseaux physiques pour aller. Oui, mais ils le font. C'est marrant, sur internet pour, tu vois. En fait, c'est pas ça, c'est qu'ils vont nous demander où est-ce qu'on est vendu en physique pour pouvoir se rassurer. Une fois qu'on les a rassurés, ils achètent en ligne. Okay, compris. Donc c'est un réel élément de réassurance. En plus de ça, ça nous permet aussi de toucher de nouvelles cibles parce que justement, nos points de vente vont aussi nous permettre de nous faire découvrir à des clientes qui ne nous connaissent pas. Donc c'est win-win absolu. Et effectivement, c'est très rassurant, mais ce qui est normal pour les clients de savoir qu'on peut trouver les produits en vrai dans des vraies boutiques. C'est intéressant, c'est aller conquérir, bon c'est une évidence, mais c'est aller conquérir de nouveaux bassins d'audience avec ces réseaux retail qui vont forcément un peu plus loin que le persona de clientèle qui va acheter en ligne ou te suivre sur Instagram. Et d'ailleurs, nous on soutient beaucoup nous on n'hésite pas à envoyer nos clientes dans nos points de vente, même si évidemment on marge moins. Mais je pense que si nous, on soutient nos points de vente, en fait, on va en bénéficier. Et on va en bénéficier d'une autre manière. Pas dans une manière absolue de marge brute, mais ça va faire rayonner la marque. Ça va donner envie à la personne qui a un point de vente de pousser encore plus la marque. Et du coup, c'est win-win pour tout le monde. Donc, en tout cas, moi, par exemple, si j'ai une cliente qui me dit je suis basée à Montpellier... où est-ce que je peux trouver vos produits? J'ai deux options pour lui répondre. Soit je lui dis en ligne, soit je lui dis en ligne et dans tel point de vente physique. Voilà. Et on utilise les deux parce que je pense que il y a du goodwill à faire les deux. Je reprends ma question précédente sur comment est-ce que tu incites les gens à aller vers de l'abonnement. Comment est-ce que tu incites les gens à aller vers d'autres produits? Alors, on n'est pas encore en termes de stratégie. On n'a pas encore mis en place un vrai plan d'attaque à ce niveau-là, et pourtant ça a très bien fonctionné. Moi, j'ai toujours besoin de tester les choses de manière organique avant de les stratégiser pour pouvoir voir en fait comment les choses vivent seules. Et aujourd'hui, en fait, ça a été ça le miracle qui s'est passé, c'est que les gens de Day+ sont allés naturellement sur Dodo. Et ensuite, tu vois, par exemple, le premier mois où on a sorti Dodo, 71% des acheteurs de Dodo étaient des acheteurs de Day+. Le Ruby, le produit pour la ménopause, le premier week-end où on a sorti notre produit pour la ménopause, 80% des gens qui ont acheté Ruby ce week-end-là étaient des gens qui avaient acheté Day+. Donc, on a nos clientes existantes qui naturellement achètent nos nouveaux produits, nous suivent.
Et comment ça s'est fait ? Et ben ça s'est fait parce qu'elles ont fait confiance au premier produit et que du coup, elles trépignent d'impatience des nouveaux produits qu'on sort. Maintenant, évidemment, nous, l'objectif, c'est d'aller vendre plus de nos produits à nos clientes existantes. Et donc, on va aborder, par exemple, comme tu parlais du calendrier éditorial, ça va nous permettre de pousser des thématiques à des moments et de dire, bah voilà, vous avez acheté tel produit. Ça veut donc dire que vous vous intéressez à tel aspect de votre bien-être, et bien tel autre produit pourrait vous permettre d'aller plus loin sur un aspect connexe. Compris. C'est un enjeu assez important. Nous, on le vit chez Cosa Vostra. On a plusieurs métiers. On a 3 principales expertises, mais je pense 5-6 métiers dans l'agence. Et c'est hyper intéressant de se poser ces questions de comment est-ce que tu onboardes un client sur une expertise et que tu vas l'amener vers d'autres. Tu vois, Et tu vois, par exemple, par rapport à ta question sur l'univers de marque, on m'a beaucoup dit, mais c'est très dangereux, Claire, de faire des univers de marque et des univers de produits différents. Et je pense pourtant c'est ce qui nous a permis de vendre encore plus de nouveaux produits à nos clientes existantes, parce que le fait d'avoir en fait un esprit de produit différent de produit en produit, les gens n'avaient pas l'impression d'acheter tout le temps la même marque. Et donc psychologiquement, quand tu ajoutes dans ton panier 1, 2 ou 3 produits, mais qui se ressemblent pas forcément, t'es pas en train de te dire bon, suffit là, t'as déjà 5 produits de telle marque dans ton panier, basta. C'est intéressant. J'avais reçu Respire ici, qui est dans une approche inverse, où c'est Respire déo, Respire crème soleil, ok. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas de... Non, mais... Tout se teste et... S'il y avait des vérités, on serait tous millionnaires, absolus, qu'il suffisait de respecter, tu vois. Exactement. Ce que je me souhaite évidemment à tous. Super, pour finir cet entretien qui était très intéressant. Ton enjeu aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on te souhaite en 2021 ? Bah, le plus important, c'est de continuer à prendre du plaisir. C'est bien, hein. La liberté aussi, on en parlait en préparant cet entretien. Claire a fait 2 tours du monde, a fait du bénévolat en Inde, a fini à Hong Kong. Je disais que j'avais passé 1 an en Asie du Sud-Est après mes études, et je disais que je m'étais jamais senti aussi libre qu'à cette période où j'avais simplement un sac à dos et un billet retour en open à choisir quand je le souhaitais. Et Claire me faisait la remarque qu'elle ne s'est jamais sentie aussi libre, malgré les difficultés qu'aujourd'hui en entreprenant. Oui, c'est vrai. Je me suis jamais sentie aussi libre qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui fait que je suis heureuse. J'ai pas toujours été heureuse, hein. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on n'ait pas peur de dire qu'on n'a pas toujours été heureux. Moi, j'ai pas toujours été heureuse. J'étais pas malheureuse, mais j'étais en quête de mon rythme et justement d'avoir ce sentiment perpétuel de liberté qui est très très important pour moi. Et c'est assez particulier parce que je pense que depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai constamment ce sentiment de liberté, alors que l'entrepreneuriat, c'est littéralement, c'est aliénant. Ouais. C'est aliénant. Donc, que ce soit tes impôts, tes investisseurs, tes employés, ta communauté, tes clients, t'étais par définition pieds et poings liés à l'univers tout entier. Et pour autant, je me suis jamais sentie aussi libre. Je me suis jamais sentie aussi libre que pendant cette période de confinement, ce qui est quand même très très particulier. Il y avait dans une émission télé, il y avait un grand coach, un moine bouddhiste qui était invité. Je zappais comme ça, puis parce que je regarde pas la télé, c'est pas bien. Je regardais, non. Et le type dit que pour lui, effectivement, c'est facile de se sentir libre quand il est en plein milieu de l'Himalaya sur son caillou à regarder l'horizon et à se sentir libre, mais que l'objectif ultime dans une vie, c'est de se sentir libre assis sur un banc en attendant le RER. Et ça m'a énormément rassurée d'entendre ça, parce que je me suis dit que j'étais pas en train de courir après quelque chose de vain, sachant que moi, ça fait quand même 2 ans que je cours après cette idée de me sentir pleinement heureuse et libre en bougeant pas vraiment de mon canapé. J'ai appris à apprendre que rien ne me donne plus de plaisir et de satisfaction que d'aller juste à chercher mon poulet rôti le dimanche et ensuite de cracher dans mon canapé
Et de sentir que tout est possible, que j'ai un espace infini autour de moi, alors que je suis chez moi entre 4 murs. Et ça, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de sérénité et qui fait d'ailleurs que je pense que je suis peut-être plus agréable à vivre que je ne l'étais avant. Et du coup, pas de fonds avec ton mari? Pas de fonds d'investissement avec ton mari? Et le du test coup, est concluant. Oui, après, c'est bizarrement, on a tous les deux des vies professionnelles assez riches et assez intenses. Et lui, sa grande force, c'est ça qui m'a beaucoup bouleversée quand je l'ai rencontré, c'est que j'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait une vie professionnelle aussi intense et qui déconnectait à l'instant où il décidait de déconnecter et qui prenait un plaisir infini dans toutes les autres choses du quotidien que cette vie professionnelle qui accaparait quand même 90% de son temps. Et je me dis, mais c'est dingue, ce gars a réussi à être heureux dans pas grand-chose. Et quand je dis pas grand-chose, c'est... Je me disais, mais c'est fou parce qu'en fait, on vit des moments ensemble de pas grand-chose, du quotidien, qui en fait nous donne un sentiment de pouvoir être à deux, de se regarder, et qu'en fait tout devient possible et on phosphore sur des voyages, sur des idées, sur des trucs, et s'extasier du pas grand-chose. Et c'est fou parce que j'ai jamais possédé aujourd'hui autant de choses parce que j'ai accompli certaines choses professionnellement. Et ces choses me procurent un plaisir infini. Et des choses qui, je pensais, m'en procureraient jamais, m'en procurent aussi. Donc, je dirais que j'ai réussi à trouver un équilibre. Et c'est ça que j'ai envie de continuer à nourrir. Et je suis bien contente que ça arrive au moment où on est privé de tout. On est privé de spontanéité. On est privé de liberté. On est privé d'espace. Et j'ai la chance que ça arrive à ce moment-là dans ma vie. Claire, merci infiniment. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. C'était une très très belle conclusion. Merci pour ton temps, merci pour ta transparence. Bonne chance. Merci beaucoup et longue vie à ce podcast. Merci chers auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur lepanier.io et restez à la fin parce qu'on a quelques nouvelles comme à chaque épisode évidemment à vous annoncer à la fin de cet épisode. À bientôt. Salut Claire. Salut, bonne année. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.